Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Monsieur Imo. Aujourd'hui, nous recevons Amaury. Amaury qui est à la tête de Ecohab. Ecohab, c'est ça, c'est bien ça. Bonjour Amaury. Bonjour Benoît. Voilà, enchanté de faire ta connaissance. Et je suis enchanté également de parler de ton projet, enfin qui est maintenant plus qu'un projet, Ouais. je pense, puisque ça fait presque 10 ans. Ouais, Que on ça- a la que ça 9e, existe. 9e année là. Merci à toi d'ailleurs de m'inviter aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors, raconte-moi un petit peu, de un, peut-être qui es-tu, d'où viens-tu, quel âge as-tu, on veut tout savoir. Alors, moi c'est Amaury Mikils, j'ai 31 ans. Je viens de Charleroi, d'une petite commune qui s'appelle Trasny. Pour ceux qui connaissent, c'est pas très loin de Charleroi. À 18 ans, je suis parti faire mes études à l'ULB à Solvay. Voilà, je suis retourné vivre à Charleroi, donc j'ai vécu à Bruxelles pendant 10 ans et je suis retourné il y a quelques années dans ma contrée lointaine, dans la plus belle ville du monde. Donc voilà. Que dire de plus on a lancé Ecohab du coup il y a 9 ans. J'étais sur les bancs de l'université à l'époque. L'idée est venue comment? En fait, c'est assez simple. J'ai lancé cette boîte avec ma maman. Et on s'était dit à l'époque, on voyait que le marché de la coloc commençait à fonctionner parce que je vivais moi-même en coloc. On va peut-être directement rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Ecohab, c'est quoi? Ouais, Ecohab, en gros, donc nous on développe des projets de co-living partout en Belgique francophone. Le co-living, c'est quoi? Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le vulgariser, c'est de la colocation, je vais dire haut de gamme avec toute une série de services inclus. Et les prix restent bien évidemment abordables. Quand je dis haut de gamme, on n'est pas à des chambres à 2-3 000 euros, on s'entend bien. Donc on a commencé à développer nos activités en 2016 à Bruxelles. L'idée était venue comment? Du coup, c'était assez simple. Ma mère voyait que j'étais en fin d'unif, donc j'étais en dernière master. Elle voyait que je me plaisais vraiment en colocation. Et elle se disait, mais comment ça se fait en fait qu'il existe ce type de logement, mais que ce type de logement ne soit pas encore super cadré. À l'époque, je pense que le bail de coloc, ils étaient juste en train de travailler dessus. Il n'y avait pas vraiment une coloc qui était vraiment gérée. Et toutes les colocs, c'était un peu des colocs gric-grac. Ça ressemblait pas à grand-chose. Et on s'était dit, mais en fait, il y a des jeunes qui vont sortir de l'UNIF, qui ont du pouvoir d'achat, qui ont peut-être plus envie de vivre dans des colocs à 350-400 balles, ce qui était le prix à l'époque, alors peut-être pas Excel, mais dans d'autres quartiers de Bruxelles, et qui sont prêts à payer un peu plus cher, mais pour avoir un logement qui est beaucoup mieux, faire partie d'une communauté, pouvoir rencontrer des personnes, etc., etc. Ok, un petit peu le premier logement après les études. Exact. Pour moi, le co-living, c'est ça. C'est la phase, t'as fini l'UNIF, t'as pas envie de vivre tout seul. On a des couples dans les logements, donc c'est pas forcément même t'es en couple. Voilà, tu peux être en couple et te dire j'ai pas forcément envie d'aller vivre avec ma copine dans un appart. Je quitte l'UNIF, c'est quoi la suite? J'ai envie d'avoir un peu une suite à l'UNIF, l'Erasmus que j'ai eu, etc., etc. Et je viens en co-living. Voilà. Et donc on a lancé ça en 2016. Et en fait, assez vite, ça a super bien fonctionné. Donc on a fait la première maison. Donc si tu vois un peu l'évolution des maisons, il y a quand même du changement par rapport à la première. Disons qu'on était quand même moins qualitatif au départ. On avait besoin de tester ce projet, donc on l'avait testé avec des maisons, on faisait des rénovations qui n'étaient pas aussi lourdes que maintenant. Ok, donc vous achetiez la maison. Nous, on n'achète pas, nous on est pure D'accord, ok. opérateur. Donc ce qui se passe, de manière assez concrète, imaginons que tu as envie d'investir 1 million dans l'immobilier ou moins, j'invente. Nous, on drive des projets d'investissement pour des investisseurs privés ou institutionnels. Donc, imaginons que toi, tu as envie d'investir dans l'IMO, tu viens nous trouver, tu dis voilà les gars, j'ai plus ou moins 1 million à investir, j'aimerais investir dans telle ville. Et nous, on te trouve une maison, on gère tous les travaux pour toi, puis on s'occupe de la gestion locative, gestion de la maintenance, etc. du bien. Le propriétaire reste propriétaire du bien, donc il n'a rien à voir avec Ecohab. Et nous, on pilote en fait le projet de A à Z derrière. On est à ma connaissance la seule boîte. À un moment, on avait aussi des concurrents qui faisaient plus ou moins la même chose que nous. On est à ma connaissance, en tout cas, la seule boîte qui font ça. Donc l'avantage pour un invest, c'est quoi? C'est que, imaginons, je sais pas moi, demain on fait faillite. En fait, l'invest, il n'est pas du tout impacté parce que le bâtiment, il l'a toujours. Donc, il devra sûrement retrouver un opérateur ou refaire quelque chose de son bâtiment si jamais, mais
Et ça donne une certaine sécurité parce que le bâtiment, il s'est remboursé pendant quelques années. Et quoi qu'il se passe, à the end, le propriétaire restera toujours propriétaire. Ok, parfait. Le nom ICOAB, il vient de où? Alors, Est-ce que c'était le premier nom que vous aviez trouvé? Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. À l'époque, c'était un de mes anciens associés. Alors, c'était ICOAB, de base, c'était iCoab, comme iPhone. Donc, je cohabite. Sauf que coab en anglais, ça veut rien dire. donc Ça n'aide pas. avec le temps, on l'a appelé ICOAB, c'est plus simple. Donc voilà, le nom est venu de là. Et après, il faut voir nos premiers logos. Ça ressemblait vraiment pas à grand-chose. Et puis, on est arrivé avec un branding fort. Et donc, à partir du moment où on avait changé de logo, on avait demandé aux gens d'arrêter d'appeler iCoab, parce que ça voulait rien dire. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment le i espace Coab. Oui, Tu vois, un peu comme... comme iPhone. Ouais, voilà, exact. Là, on a changé, on a dit c'est bon, on va arrêter ça. Plus de dégâts. Et donc, vous êtes, toi donc, et ta maman, vous vous êtes dit, voilà, on va lancer ce projet. Et comment est-ce que tu as été vers peut-être d'autres personnes qui avaient les mêmes besoins que toi à cette époque-là? Comment as-tu, je veux dire, ta maman, je veux dire, trouvait l'idée très sympa. Toi, tu avais peut-être envie de faire de la coloc. Ouais. Est-ce que tu connaissais d'autres personnes? Nous, ce qu'on a fait en fait à ce moment-là, c'est on s'est dit, on va tester. On va tester sur une maison, voir comment ça prend. Ok. De quoi? De 3-4 chambres? 6 chambres. 6 chambres, ce d'accord. qui est considéré quand même pour une petite maison. Pour nous, on y reviendra plus tard. Et alors, on a fait ce test et ça a directement fonctionné. Comment on a trouvé notre premier invest? C'était assez simple. En fait, on avait mis une annonce sur ImoWeb en disant voilà, on a un nouveau concept qu'on aimerait bien lancer. Si quelqu'un a une maison, si quelqu'un veut acheter une maison, voilà quelle est l'idée. Et en fait, on avait vraiment eu plein de demandes. De manière assez marrante, on avait plein d'invests qui nous avaient contactés via ImoWeb en disant mais je trouve que votre idée est géniale, go. Et donc nos premiers invests, on les a eu comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas qu'on a fait une maison et puis qu'on a attendu de voir et puis on a ouvert d'autres. En fait, dès le départ, on a directement ouvert 3, 4, 5, 6 maisons. D'accord. Et il y avait une traction sur le modèle qui était dingue parce qu'on se rendait compte vraiment que tous nos logements étaient full direct. Donc ça répondait clairement à un besoin. Et donc on n'a pas eu, contrairement des fois à certaines boîtes, on n'a pas eu de problème pour trouver des invests. On n'a pas eu de problème pour trouver des locataires. Ce sont des personnes qui avaient déjà un bien immobilier ou alors qui en ont profité pour en acheter un? Ils en ont acheté un. D'accord. Ils en ont acheté un. Maintenant, on adapte le modèle. Donc si quelqu'un a un bien immobilier, on peut le transformer en co-living pour lui. Mais au tout départ, c'était vraiment de l'achat. Et nous, nos invests typiques, c'est ce que j'appelle des C-level. Soit des entrepreneurs, soit des CEO, etc., grosses boîtes, qui ont des liquidités, et qui n'ont pas le temps de s'occuper de développer un projet immobilier. Donc on gère tout pour eux. Ok. Quelle a été la réaction, je veux dire, du reste de la famille, je veux dire des amis, en te voyant entreprendre comme ça ce nouveau concept, parce qu'en Belgique, il n'était pas très développé, Non. même pas du tout. Alors, ma mère est une entrepreneuse qui a créé plein de boîtes. Certaines ont bien fonctionné, d'autres ont complètement capoté. Et donc, c'est sûr et certain que c'est en partie grâce à elle que je me suis lancé. Après, j'ai toujours été matrixé par ma maman, vu qu'elle m'a toujours fait travailler partout. Alors, mes parents sont divorcés. Hein. Mon père est ingénieur, qui a travaillé à l'international pendant des années. Et lui, il est ingénieur, donc il voit les 1% des problèmes. C'est son métier. Donc lui, il était assez stressé, honnêtement. Il était assez stressé et puis c'était pas super bien passé avec ma maman. Donc il avait un petit peu peur au départ. Surtout qu'à l'époque, donc moi j'étais à Solvay. J'avais commencé à faire mon mémoire sur les co-living, sur le développement d'ICOAB à Bruxelles et en Wallonie. J'avais à l'époque un promoteur qui me proposait un poste chez Deloitte Real Estate. Donc mon père, c'était waouh, fini l'UNIF, il a déjà un poste chez Deloitte. Donc quand je lui ai annoncé en gros que j'allais pas aller chez Deloitte, que j'allais lancer cette boîte et que j'allais gagner 300 balles par mois au départ, j'avoue qu'il a quand même vraiment beaucoup stressé. Et après quelques années, il a eu 2-3 stress comme ça à chaque fois, mais après quelques années, maintenant ça va, il a compris que ça fonctionnait.
Deuxième stress qu'il a eu, c'est quand je lui ai annoncé qu'on allait lancer Charleroi et que j'allais acheter la première maison à Charleroi. Là, il a vraiment, il m'a dit qu'est-ce que tu fais donc voilà. Et le reste de ma famille, moi je viens plutôt d'une famille donc du côté de mon père, classe moyenne, mais je dirais un peu safe, sécure. Donc pour eux, beaucoup de questions. Beaucoup de questions, et en fait ils s'en faisaient pour moi. Et c'est nouveau aussi. Oui, c'est nouveau, et puis j'avais 21 ans je pense, 21-22 ans. Du côté de ma mère, c'est plutôt une famille ouvrière et eux qui ne comprenaient pas en fait. Ils ne comprenaient déjà pas pourquoi ma mère avait créé autant de boîtes. Et donc moi qui suive le pas, on va dire ça comme ça, ils ne comprenaient pas trop quelle était ma démarche alors que j'aurais pu avoir un poste, être bien payé et en gros pas avoir trop de soucis. Mais rapidement, après, quand ils ont vu que ça fonctionnait bien, que tout allait bien, ils ont été rassurés. Tu as dû faire des sacrifices pour ce projet? Alors, ça fait maintenant, donc j'ai 31 ans, jusqu'à mes 29 ans, je travaille quasi tous les week-ends. Donc ça, c'était vraiment... j'ai encore des semaines très chargées, donc pas beaucoup de vie sociale, honnêtement. Enfin, même si je continue à sortir. C'est pas vrai ce que je dis, parce que je continue à sortir beaucoup pour faire en sorte de lâcher un peu la pression, mais... C'est vrai qu'au niveau du boulot, c'était intense. J'ai pas pris beaucoup de moments pour moi, je partais pas beaucoup en vacances, etc. Ce qui est moins le cas maintenant, mais honnêtement. Et alors, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé il y a 2 ans, parce que j'avais pris beaucoup de poids. J'étais passé à 105, 110 kilos. Et là, ça m'a fait prendre conscience d'un truc, parce que j'ai commencé à faire des malaises, si tu veux. Donc, le dernier malaise que j'ai eu, c'était en partant en Thaïlande une fois en vacances. Et là, quand j'étais en Thaïlande, j'ai dit c'est fini. Quoi qu'il se passe, je veux prendre du temps pour moi, je vais reprendre le sport parce que historiquement j'avais fait toujours beaucoup de sport. Quand j'ai lancé la boîte, j'avais 22 ans, je faisais 78 kilos, je suis monté à 110, je faisais plus de sport du tout et donc ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai dit ok, quoi qu'il se passe maintenant, c'est le sport, avoir une vie un peu plus saine, prendre du temps pour soi, prendre du temps aussi pour les gens que j'aime parce que c'est vrai que je l'ai pas tout le temps fait. Donc, voilà, en semaine, du lundi au jeudi, c'est boss. Honnêtement, vendredi, je suis déjà un peu plus cool. Et le week-end, je fais en sorte de ne plus travailler. Sauf s'il y a vraiment une urgence ou un truc que je suis obligé de gérer, une deadline qu'on doit absolument, ok, mais ça doit rester une exception. Ok, donc si tu devais recommencer, je veux dire, quelque chose différemment. Alors, il y a plein de trucs qu'on apprend en l'UNIF. C'est marrant parce que donc, tu les apprends en théorie. tu apprends plein de trucs, mais des fois c'est de la théorie qui fonctionne bien, mais tu ne l'appliques pas toujours. Et puis quand tu commences à te prendre 2-3 claques, tu te dis en fait finalement mon prof il n'était pas si biaise que ça, il avait quand même des bonnes idées. Si je devais recommencer une boîte, alors je ferais beaucoup plus attention aux coûts fixes. On y reviendra après, mais nous on a eu un taux de croissance qui était très élevé, donc on se concentrait vraiment sur la croissance et pas sur les coûts, et à un moment ça nous a porté préjudice. Ça c'est la première chose. Maintenant j'ai d'autres sociétés sur le côté, c'est le premier truc que je regarde tout le temps, c'est les coûts fixes. Et alors j'engagerai moins et je passerai plus par du freelance ou des indépendants. Donc nous on avait une structure à un moment, on avait quasi 30 employés, ça c'était vraiment pas compliqué, mais ça prenait vraiment beaucoup de temps. Je reviens à la petite discussion qu'on a eue avant le podcast. En fait tu fais plus que t'aimes, tu fais que des trucs que t'aimes plus en fait. Et là, il y a du coup 2 ans, quasi en même temps un petit peu déjà avant que j'ai tous ces problèmes, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ma vie. Moi, je suis entrepreneur, je suis pas manager. On a commencé à vraiment tout sous-traiter à des freelances ou des sociétés externes. En fait, ça se passe très bien. Plus d'employés aujourd'hui? Si, on en a encore 2, 3. Donc, je suis très content. Elles font un travail de dingue, vraiment. Mais même elle, il y en a une surtout qui est là depuis 3 ans, qui a vu vraiment l'évolution, la transformation, etc. Et même pour elle, c'est plus... C'est pas la même... il n'y a pas le même engagement où on travaille avec des freelances ou des boîtes que des fois quand c'est son propre personnel. J'ai toujours eu du staff, j'ai honnêtement pas du tout à me plaindre. Mais voilà. Si je veux recommencer, une tranquillité d'esprit, des fois, il vaut mieux payer un peu plus cher de sous-traiter et d'avoir l'esprit tranquille que de vouloir tout faire en interne. Et au final, s'éparpiller et puis faire tout ce qu'on n'aime pas en fait. Donc, entièrement d'accord avec toi. Tu as eu des défis, je veux dire, durant ces 6 années? On a eu plusieurs défis. Alors je te dirais qu'au départ, le premier défi qu'on a eu, c'était de gérer la croissance. Parce que rapidement, on a explosé. Nous.
On était d'ailleurs, il y a quelques années, avant la crise, tu vois, énergétique et tout ça, qui a quand même bien cassé le marché IMO, on avait été élu, on était 20e PME avec le plus haut taux de croissance de Belgique, ce qui est quand même énorme, par le Transgazelle. On était deuxième Eno, 20e de Belgique, et on est dans l'immobilier, il ne faut pas l'oublier. Donc, d'habitude, des entreprises avec des hauts taux de croissance, on est plutôt dans le digital. Donc ça donne une idée aux gens de se dire, nous on était 20e belge, et on était les seuls dans le top 20 à être dans l'IMO, quoi. Et donc on avait vraiment un taux de croissance de dingue, et donc ça à gérer, honnêtement, ça a été compliqué. Le Covid, par exemple, nous a pas posé du tout de problème. On a continué à travailler. Je vais me dire que le Covid, ça a été un accélérateur au co-living. Les gens après le Covid, donc au départ, le co-living, on avait beaucoup les early adopters, donc typique moi. J'avais fini mes études, j'avais été en coloc, j'avais envie de tester un nouveau truc, j'allais dans le co-living. Voilà. Mais on gardait cette clientèle qui avait déjà vécu des Erasmus, des colocs, etc. etc. Quand le Covid est passé, on a eu une demande, des monstres, après le Covid, parce que les gens avaient été choqués en fait, de vivre tout seuls. Et donc on avait une demande qui était exponentielle. Des personnes qui voulaient venir dans nos bâtiments et des personnes qui n'avaient jamais vécu avec d'autres personnes avant. Qui voulaient venir chez nous en disant oui, ça reste de l'habitat partagé, mais je suis quand même tout confort. Donc je préfère ça en gros que de la coloc. Et donc on a explosé. Et le deuxième défi, on va dire, il y en a trois. Le deuxième défi le plus gros qu'on a eu, honnêtement, c'est tout ce qui a été crise énergétique, explosion des taux d'intérêt. Là, le marché en fait a fait un virement, c'est complètement retourné. Nous, ça nous a beaucoup impacté. D'ailleurs, si tu regardes les chiffres de la boîte, on a toujours été entre, je dirais, même dès les premières années, 10 000 au départ de bénéfices jusqu'à des 300 000 de bénéfices par an. Et l'année où le marché s'est retourné, on a fait une perte de 450 000 balles, ce qui pour une PME est énorme. Pour la simple et bonne raison qu'on avait le même staff qu'avant, le même nombre, mais que beaucoup de projets avaient été annulés parce que les taux d'intérêt avaient fait x2, x3 et que les gens avaient besoin de s'assurer. Ça a été un gros défi en termes de réorganisation de la boîte, en termes d'avoir une structure qui était beaucoup plus flexible, justement avec beaucoup moins de coûts fixes, etc. etc. Et alors l'autre challenge maintenant qu'on a, qui est plutôt à Bruxelles, parce qu'en Wallonie, on n'a pas les mêmes discussions, et je ne vais pas dire partout à Bruxelles, c'est juste dans certaines communes, c'est toutes ces a priori que des fois les pouvoirs publics, enfin que certains politiques, parce que je ne vais même pas mettre d'étiquette sur des partis, parce que je connais des gens dans tous les partis de Belgique qui adorent ce qu'on fait, c'est très bien comme ça, mais certains politiques qui ont du mal à comprendre quel est le concept. Et donc dans des communes à Bruxelles, on surtaxe, on parle quand même de 1 520 € de taxes par chambre par an. Ça fait sur un bâtiment de 10 personnes, ça fait 15 000 balles que tu payes par an, 16 000 maintenant même, parce que ça a été indexé. C'est de leur faire comprendre qu'il y a un moment, en fait, on amène une vraie plus-value à des quartiers, on répond à un réel besoin de jeunes, et que ça ne sert à rien de surtaxer ou de vouloir nous mettre à terre, tout simplement. Parce que quand on met une taxe aussi grosse, le but il est défini. Une taxe comme ça représente 25 à 30% du revenu brut. C'est même pas ce qu'on fait comme marge sur un bâtiment. Donc il y a un moment où voilà. Ça c'est le challenge qu'on a actuellement. Alors pour le moment on s'en sort, mais j'aimerais honnêtement qu'avec certaines communes on puisse juste discuter. Ça se passe un petit peu mieux. Voilà, là on est dans une phase où on est en discussion. Et ce qu'il faudrait, c'est que les gens qui arrêtent d'avoir un dogmatisme comme ça sur des préjugés. Nous on est complètement ok, bien évidemment, de payer des taxes, il faut en payer, j'ai pas de problème avec ça, vraiment qu'elles soient mesurées et tempérées, mais que derrière il y ait une vraie analyse factuelle sur quels sont les avantages, désavantages de ce modèle, qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on doit améliorer. On est tout à fait conscient de se dire qu'il y a des trucs qu'on doit améliorer. Mais qu'on ait une discussion qui soit pragmatique, quoi, qui ne soit pas des attaques dans la presse. Est-ce que les politiques ne voient pas ça comme un quote étudiant ? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, parce que je pense que sinon ça ne serait pas décrié. Alors, encore une fois, je remets ça dans le contexte. Il y a peut-être 10%, voire même moins de 10% de politiques qui sont vraiment contre le modèle, parce que je pense que la majorité a compris que ça répond vraiment à un besoin. Mais ils ont l'impression en fait qu'un bâtiment dégage beaucoup d'argent. Par exemple, nous, nos loyers à Bruxelles, je te donne un exemple, tout compris, entre 650 € pour la chambre la moins chère, et ça va jusqu'à 1 800 € pour la chambre la plus chère. La chambre la plus chère, elle fait 55 mètres carrés, enfin voilà, c'est limite un studio. En fait. Il n'y a pas de cuisine ni rien, mais c'est immense. Dans des quartiers qui sont au Châtelain, donc un studio au Châtelain coûterait plus cher.
c'est qu'ils font juste le cumul en se disant, ben voilà, un bâtiment, ça rapporte autant, donc ça fait augmenter le prix de l'immobilier, donc voilà. Et ça, c'est pas justifié. Donc nous, on représente même pas 0,01% du marché immobilier bruxellois, donc on n'a pas d'impact sur les prix, c'est sûr et certain. Et derrière ces chiffres, il ne faut pas oublier qu'il y a tous les frais d'opération. Je donne un exemple simple, hors taxe. Ça, c'est vraiment le chiffre hors taxe. Rien que les charges, eau, gaz, élec, femme de ménage, tous les entretiens, etc., on est environ à 250 € par locataire par mois. Ça donne un peu l'idée. Donc, quand on a une chambre, notre entrée de gamme qui est à 650 balles, hors taxe, il y a 400 € qui vont vraiment dans la chambre, dans la poche du propriétaire, qui sont vraiment en loyer. Un loyer à 400 € dans une maison comme nous, on en a, honnêtement, je trouve ça vraiment pas cher. Si on fait le même sur la plus chère, on est à 850 € de loyer pour un bâtiment qui est situé dans une localisation prime avec voilà, toute une série de services, etc. Donc il y a une mauvaise perception en tout cas de ce que ça rapporte vraiment. Ok. Je vais rebondir sur les charges. Ouais. Une personne, je veux dire, qui veut venir vivre dans une maison, Ouais. Le loyer est à 650. Ouais. C'est charges comprises? Ouais, charge comprise. Ok. Ça, Donc, et l'eau, ça, je te parle l'électricité. c'est une de nos chambres qui est au Châtelain. C'est moins D'accord, cher, ok. mais elle est au Châtelain. Donc il faut déjà trouver un logement à 650 balles au Châtelain. Oui, d'accord. Ce qui est, Et, impossible. même dans une coloc traditionnelle maintenant, on ne le voit pas, quoi. c'est difficile. Toutes les maisons sont meublées. Donc nous, ce qu'on offre aux locataires, en gros, donc c'est un logement full rénové, full équipé, jusqu'à la petite cuillère, avec toute une série de services. Donc services, c'est nettoyage, maintenance. En fait, le but, c'est de se dire, on a des jeunes dans nos logements, et moi j'ai vécu dans notre maison pendant des années. Ça fait que 3-4 mois que je vis avec ma compagne. J'ai vécu pendant des années dans nos logements. C'est de se dire, on a des jeunes qui travaillent beaucoup, qui honnêtement sont pas c'est pas des bricoleurs. Les gars, ils y connaissent rien. Et donc, en gros, nous, on leur simplifie la vie. Et ça a toujours été notre leitmotiv, c'est de dire que des gens qui viennent chez nous, ça doit être simple. Ils débarquent avec leur valise, tout est compris dedans. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête, de se dire je dois prendre un abonnement internet, je dois faire ci, il faut que je fasse l'entretien de la chaudière, il faut que je m'occupe du jardinage. Non, tout est compris. Quelqu'un, il sait à quoi s'en tenir. Tu payes 650 balles, on ne va pas te demander 1 € de plus et tout est compris. Voilà. Et donc quand on prend tous les services, c'est ça aussi que je pense qu'on ne se rend pas bien compte. Et je ne comprends pas des fois pourquoi les communes ont des problèmes, parce que nous, on gère vraiment bien nos bâtiments. On travaille avec tous les agents de quartier partout en Belgique s'il y a un problème. On les contacte pour remettre leurs fichiers à jour par rapport à qui vit dans les maisons, etc. Il n'y a personne qui fait ça. Ça va jusqu'à l'entretien du jardin, jusqu'au fait qu'on a quelqu'un qui vient regarder, qui n'est pas des grumeaux, je ne sais pas comment on appelle ça, devant la maison, de retirer les mauvaises herbes. Donc c'est vraiment extrêmement bien géré. Toutes ces gestions, voilà, elle a un coût. Et c'est pas juste, on demande 1000 balles et il y a 1000 balles qui rentrent sur le compte. Ok, pour toi, le co-living, c'est une tendance passagère ou un vrai changement de mode de vie? Alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait mon mémoire, tu connais peut-être d'ailleurs, mon assesseur de mémoire, c'était Olivier Whitmer, c'est quelqu'un qui suit pas mal d'entrepreneurs en Belgique. Et donc, j'avais fait en fait une préface à mon mémoire en expliquant que pour moi, le co-living, ça allait exploser. C'était pas du tout un mode de vie temporaire, il y avait des marchés pour les seniors qui allaient se développer, pour les familles monoparentales, etc. Je te parle de ça il y a 10 ans. Je reste persuadé, et d'ailleurs on le voit maintenant, c'est plus du tout un effet de mode ou du co-living, il y en a partout en Belgique, il y en a partout en Europe. Alors on reste très ancré sur le 18-35. Nous, on a commencé à faire des projets pour des personnes plus âgées. Donc là, on parle de personnes qui ont, on va dire, les 45+. Quand tu dis les projets arrivent, est-ce que, je veux dire, tu vas mettre les différences d'âge ensemble ou alors tu vas essayer de séparer? Alors, dans une maison classique ICOAB, on essaye quand même de classer par âge. D'accord. Parce qu'on sait que d'expérience, quand il y a trop de différences d'âge, ça peut être problématique. Mais je te donne un exemple. On a des maisons que j'appelle les 28+. Et donc, si on a quelqu'un qui a 28 ans, il peut très bien vivre avec quelqu'un de 38. Là, c'est pas trop problématique. On a des personnes, on a 10% de locataires qui ont plus de 45 ans. Et donc, quand on a des personnes qui sont un peu plus âgées, enfin c'est pas pour ça qu'elles sont vieilles, hein, mais ce qu'on fait, c'est qu'on discute bien avec eux avant, en leur disant, voilà, est-ce que vous êtes conscient que c'est une maison en coloc avec des jeunes, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Et donc, on a plein de personnes qui ont plus de 45 ans avec qui ça se passe très bien dans les maisons. Parce
qu'en fait, ils avaient besoin de ce type d'environnement. Et pas du tout vivre dans un appartement D'être tout seul. stimulé en permanence. Voilà, c'est ça. Et c'est ça pour moi, un des avantages du co-living. J'ai vécu en coloc, j'ai vécu en côte, des côtes communautaires. En fait, l'avantage du co-living, pour moi, contrairement à la coloc et à d'autres trucs, c'est que tu vas vivre avec des gens, déjà qui sont vraiment tout horizon, que ce soit du niveau professionnel ou au niveau de la culture, le nombre de nationalités avec qui tu vas vivre. C'est des gens avec qui tu n'aurais jamais vécu. C'est un peu comme quand tu es en Erasmus, en fait. Et tu vas faire des activités que tu n'aurais jamais faites avant. Moi, j'ai fait des trucs, j'ai fini dans les soirées rocrates, j'ai fini dans les soirées russes, enfin vraiment, on parle de ça il y a quelques années, hein, avant qu'on pense quoi que ce soit. Et en fait, ça te donne une expérience de vie qui est dingue. C'est pas, pour moi, le co-living, c'est pas juste un logement, c'est ta maison, tes colocs, et donc déjà, tu vas partir en vacances avec eux. Moi, j'ai des potes partout en Europe maintenant. Et après, derrière, au-delà de ta maison, il y a cet esprit communautaire entre maisons ICOAB, quoi. Ça veut dire qu'en général, quasi tous nos locataires se connaissent dans les maisons. Et donc ça donne une expérience de vie qui est complètement différente, que ce soit pour des Belges ou des étrangers d'ailleurs. Et tu as voulu façonner, j'imagine, ICOAB à ta coloc parfaite en fait, pour toi, c'est ça, à c'est la ça. base. Et puis ce qui était bien aussi, c'est que voilà, c'est pas que je vendais ma cam, on va dire, j'étais dedans. Donc moi je vivais dans les logements. J'ai vécu dans nos logements pendant des années. Même quand je suis rentré à Charleroi, j'ai revécu dans 4-5 maisons ICOAB. Donc je connais vraiment bien les projets, les profils, etc. Je sais ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Donc ça me permettait vraiment de directement sentir ce qu'il fallait améliorer, ce qu'il ne fallait pas améliorer, vers où le marché allait, ce que les gens demandaient. Parce que comme je t'expliquais, je trouve que par rapport au départ, vraiment les early adopters dont on a discuté par rapport à maintenant des personnes qui sont intéressées, c'est plus le même profil. On a toujours évidemment ces early adopteurs qui viennent chez nous, mais on a des profils qui sont vraiment de plus en plus ouverts parce que avec de la communication, des gens qui sont passés par nos maisons, l'expérience de leurs potes qui sont peut-être passés par d'autres boîtes qui cohabent aussi, une expérience à l'étranger où ils ont été en co-living, en fait il y a beaucoup plus de personnes qui viennent dans ce type de logement qu'avant. Et on a un gros projet à Charleroi donc, qui va faire 5500 m², où là on va faire un mix de co-living et de smart living. Et donc là, le smart living, c'est smart living, en gros, pour moi, c'est une version de co-living où tu as plus de privacy. Donc là, on parle plutôt de studio et d'appartement. Donc cuisine à l'intérieur de logement, salon à l'intérieur de logement. Tout le temps avec toute une série d'espaces communs. Donc là, il y aura une salle de sport, une salle de cinéma, un bar. C'est un projet immense. Mais du coup, comme le projet est plus gros et qu'on a des chambres, des studios, des apparts, on va cibler, il y aura beaucoup plus de mixité au niveau de l'âge. Parce qu'en fait, c'est un bâtiment où il y aura beaucoup de contacts entre les habitants, mais comment dire ça, peut-être moins que dans une petite maison. Parce que si les gens n'ont pas envie d'un moment voir les autres, en fait, ils ont leur appart ou leur studio. Et là, par exemple, pourquoi je parle de ça, c'est un projet qu'on est en train de développer. Je vais direct aller vivre dans ce bâtiment avec ma compagne. Je lui ai dit, voilà, on va ouvrir des chambres pour des couples, déjà dans les cohabs, ouvrir des studios, des apparts pour des personnes qui sont plus âgées. La différence aussi, c'est que dans le smart living, on est beaucoup plus flexible au niveau de la durée. Donc là où pour le moment, en Wallonie, la durée minimum de nos contrats est de 6 mois et en Bruxelles, la durée minimum est d'1 an, on va être full flexible. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut rester une nuit ou il veut rester 3-4 ans, il pourra choisir ce qu'il veut. Donner full flexibilité aux gens avec un nouveau type de logement. Pour moi, en Belgique, ça n'existe pas encore ce qu'on est en train de faire. J'ai des références à l'étranger, en France et tout ça, mais pas en Belgique. La durée moyenne ici en Belgique pour un habitant? Je dirais à Bruxelles, la durée moyenne, elle dépend toujours du quartier. Hein. Et je veux même dire des fois de la rue. Donc, typique à Bruxelles, on sait qu'on a plus de turnover dans le quartier européen qu'à Ixelles ou Saint-Gilles. Je te dirais que maintenant, à Bruxelles, on est plus ou moins 1 an et demi. Les durées de séjour, ça c'est, je veux dire, c'est la moyenne. Après on a des gens qui restent 4 ans, 3-4 ans. On n'a pas beaucoup de gens, enfin de toute façon c'est plus possible de rester moins d'1 an dans nos logements à Bruxelles. Donc, par rapport au tout début du coab, si tu veux, au tout départ, les gens pouvaient louer sur du 3 mois, donc on avait beaucoup plus de rotation, maintenant c'est moins le cas. Et en Wallonie, en fait, tu as vraiment deux types de... Mais même à Bruxelles, tu as deux types de cibles. Tu as l'expat qui est là pour une mission temporaire, donc lui tu sais qu'il va rester 1 an et demi, 2 ans et puis qu'il va repartir. Ou tu as le belge
tu peux avoir le Belge ou l'expat qui vient vivre de manière, on va dire, définitive en Belgique. Là, on a des maisons qui sont ouvertes depuis 5-6 ans, où les locataires sont là depuis 5-6 ans. Donc, ça dépend vraiment des villes. Une ville comme Charleroi ou Liège, par exemple, on n'a vraiment pas beaucoup de taux de turnover. Je pense qu'à Liège, on va avoir une centaine de chambres. Ce qui est bien, ça montre qu'on s'y plaît. Ça montre qu'on s'y plaît, ça montre que ça répond à un réel besoin et surtout ça montre, contrairement des fois à des a priori, que c'est pas juste un logement temporaire où les gens restent. Alors moi je dis toujours que c'est quand même un logement avec l'expérience. Au départ j'avais pas cette vision, mais maintenant que je suis un peu plus vieux, je l'ai. Ça reste quand même un logement de transition entre la fin de l'UNIF et le moment où une personne va se mettre en ménage, si elle se met en ménage et qu'elle va avoir des enfants, etc. Et alors après, ce qui est marrant, et nous on est dans cette phase-là avec nos nouveaux projets où on cible depuis 45, ce qui est marrant, c'est que tu vois que ça redevient un logement de transition. Typique, les personnes qui se sont séparées, les enfants sont à l'université, donc il n'y a plus besoin d'avoir de maison, et c'est des personnes qui n'ont pas envie de vivre toutes seules. On a fait un premier projet de test à Charleroi, qui est tout le temps full. Chaque fois qu'on a une chambre qui s'y libère, c'est pris direct. Je pense qu'on aurait pu avoir 3-4 maisons en plus qu'on a remplies. On se rend compte aussi que ce qui était vraiment compliqué de base, mais qui maintenant, on voit que ça fonctionne, c'est que chez les personnes plus âgées, alors je ne parle pas des seniors, parce que ça on a voulu le faire à un moment, j'expliquerai juste après, mais c'est un peu un stand-by. Mais chez les typiques 45-70, maintenant tu as de la demande, et tu as beaucoup de demandes. Tu n'as pas beaucoup de boîtes qui Alors le modèle est un peu différent, hein. Nous on a fait des colocs encore plus. La maison dont je te parle là, c'est une maison 4 chambres, elle fait 250 mètres carrés, piscine extérieure. Donc pour des loyers, on est assez cher à Charleroi par rapport au prix de Charleroi. Mais voilà, ça montre qu'en élevant encore d'un niveau la qualité des biens, derrière ça se loue, même dans des villes qui sont réputées comme étant compliquées. Que ce type de projet là à Bruxelles, c'est sûr et certain que ça cartonnera aussi. Bruxelles, nous on développe moins parce que pour toutes les raisons que je viens d'évoquer avec les taxations, etc. Là, si on n'est pas bienvenu quelque part, alors on fera des projets Belgique accessible. Et alors, si tu veux, à un moment aussi, on a toujours ça en tête. On était sur un projet pour Senior Alan, une ancienne maison de repos qu'on voulait reprendre. Et ça vient aussi d'une expérience personnelle. C'est mes grands-mères. Mes grands-mères ont eu père, voilà, sur quelques années, mes grands-mères vivent toutes seules. Et à un moment, je dis à ma grand-mère, mais pourquoi tu ne vis pas dans un bloc, tu es toute seule chez toi, tu t'ennuies un peu, au final, t'as pas envie d'aller dans une maison de repos, parce que bon, un chat, les maisons de repos, c'est pas non plus toujours hyper fun. Mais on pourrait trouver une maison comme ça, ou un logement vraiment hyper convivial, avec des personnes de ton âge. Donc on a travaillé beaucoup sur le projet, finalement il n'a pas abouti pour des raisons qui sont plutôt administratives, ils ont ça comme ça. Mais ça c'est un marché sur lequel je crois beaucoup. Le seul hic, quand j'en discutais avec mes grands-mères, mes deux grands-mères, je pense que le marché n'est pas encore prêt pour ça. Mes grands-parents, ils ont leur maison, ils ont vécu dedans toute leur vie, voilà. Faire bouger leur bâtiment, etc., de leur confort, de leurs habitudes. Mettre ailleurs, c'est compliqué. Plus compliqué que la génération, par exemple, de nos parents. Là, il y a beaucoup plus de flexibilité. Donc, c'est un projet auquel je crois beaucoup. Mais pas maintenant. J'aimerais que quelqu'un prenne le pas de le faire. Alors, nous, on était prêts à le faire. Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir... Alors, le truc, c'est que c'est comme ça a été pour le co-living, pour les jeunes, et après pour les 45+, c'est qu'il faudrait un premier projet. Un premier projet avec un vrai storytelling, que les gens voient que ça fonctionne. Et après, je suis sûr et certain que c'est un carton. C'est surtout les enfants, petits-enfants qui vont pousser à fond. Et que les grands-parents aillent dans ce type de structure parce qu'ils verront en fait qu'ils sont juste trop bien. On s'était renseigné, il y a moyen de faire plein de trucs. En fait, il y a plein d'ASBL qui existent en Belgique qui aident déjà, en fait, qui préparent des plats pour les amener à domicile. Donc, même si on n'aurait pas été, et notre ambition, c'était pas d'être un home, en fait, tu sais quasi délivrer le même service que tu as dans un home, avec toutes ces ASBL qui existent. Avec les différents soins infirmiers aussi. Exact. En fait, c'est impressionnant tout ce qui existe. Mais pour eux, en plus, c'est aussi beaucoup plus simple. Donc, quand on proposait on expliquait nos projets aux ASBL, je disais, mais c'est génial. Parce que nous, à la place de devoir aller dans 20 maisons différentes, en plus nous arrêter, nous occuper des personnes âgées, parce que des fois, voilà, elles sont seules, un chat. Ils
si on peut arriver directement dans une maison de vente, c'est géré directement par une boîte comme vous, etc., c'est un projet qui est génial. Ça, j'y crois beaucoup. Comme un autre projet dans lequel je crois beaucoup, mais qui pour moi est extrêmement compliqué. Et il y a eu un cas en France, mais je n'ai pas trop bien suivi son expansion parce qu'elle a fait faillite. Mais ça, je pense que niveau financier, c'est difficile à mettre en place. C'est pour les familles monoparentales. Ça, c'est un projet, je suis persuadé qu'il y aurait une demande. Le problème, c'est que nous, on l'a analysé plusieurs fois. Famille monoparentale, il faut quasi partir sur du neuf. Parce que l'existant est compliqué. Ça demande quand même à ce qui est de la privacy. Voilà, ça doit être des espaces communs qui sont adaptés aux enfants, famille monoparentale, avec des garderies, tout ce qu'on veut. Mais derrière, voilà, il y a un moment, les familles, elles ont besoin de se retrouver aussi un peu... pas pour rien. Chez elles, quoi. Voilà. Ouais. Elles vont sûrement vouloir partager beaucoup de choses avec les autres, mais il y a un moment, voilà. Donc dans du bâti existant, c'était vraiment compliqué à mettre en place. Et alors, tu as un point d'attention qui est vraiment, comme nous, on l'avait analysé, qui est vraiment compliqué. C'est la partie revenu. Les familles monoparentales sont quand même exposées, elles n'ont pas toujours forcément beaucoup d'argent. Et donc, développer un projet et être rentable sur un projet, c'est quand même... Parce qu'un appart, du coup, 3 chambres, avec des espaces communs, tu peux pas non plus... des prix qui sont trop élevés. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ton domaine ? À Bruxelles, de plus en plus. Je pense qu'à Bruxelles, maintenant, il doit y avoir une dizaine de boîtes. En Wallonie, à ma connaissance, on est tout seul. Je pense qu'il y a des initiatives privées qui se sont lancées, mais c'est pas encore dans le même calibre que nous, quoi. Je sais qu'il y a un de nos concurrents qui va se lancer à Liège. On va voir comment il s'en sortira à Liège. Et à Bruxelles, qu'est-ce qui va te différencier de la concurrence ? Ce qui différencie la première chose au niveau de l'IMO, c'est déjà quand tu vis dans les bâtiments, c'est la qualité des chambres et on va dire le design intérieur. Il y a certains de nos concurrents qui ont un parti pris sur une certaine forme de déco, nous on l'a sur d'autres. On sait que nous, historiquement, on a des chambres qui sont en général plus confortables que certains de nos concurrents. Là où certains de nos concurrents divisent une pièce en deux, nous on garde une grande chambre. Et après, sinon, au niveau du reste, honnêtement, il y a des différences au niveau de la communauté. Par exemple, nous, on n'est pas trop communautaire, mais il y en a qui ne le sont pas du tout. Il y en a qui sont très, très communautaires, donc ils font beaucoup d'events pour le locataire, etc. etc. Donc, je te dirais que quand même, le marché, il est semblable. Les différences que je vois pour le moment sont vraiment plus marquées au niveau de la déco, de l'expérience qu'on offre au niveau de l'application, des services. On va plus loin dans le service que la plupart de nos concurrents. Mais par contre, on va un peu moins, comme je te disais, dans l'aspect communautaire que certains de nos concurrents. Alors la raison, elle est simple. C'est que contrairement à certains de nos concurrents, nous, on a beaucoup de Belges. On avait fait regarder nos stats. Je crois qu'on avait 40% de Belges dans nos bâtiments. Même à Bruxelles, c'est vraiment dans une discussion avec mes confrères. Ils me disaient oui, mais ça c'est parce que vous êtes à Wallonie dedans. Et je disais non, en fait, on a la même stat à Bruxelles. Évidemment, pas dans le quartier européen. On a la même stat à Bruxelles qu'à Wallonie. Et donc, ça donne quoi ? Nous, à l'époque, on faisait souvent des events. Par mois, mais en fait, nos locataires nous disaient faites un event de 3 mois, pas venir tous les mois. Nous, on a déjà, c'est des Belges, ils ont déjà leur vie en Belgique. Ils ont dit on ne va pas venir à tous vos events parce qu'on a déjà un cercle en Belgique, on est déjà avec des colocs. Ok, on va revenir sur les biens qui sont utilisés, je veux dire, pour faire du co-living. Comment est sélectionné le bien immobilier ? Alors là, pareil, ça a beaucoup évolué. Avant, on visait quasi toutes les maisons qui étaient bien situées, qui étaient dans les quartiers qu'on ciblait. Ok, donc au départ, localisation. Localisation first, d'office. La localisation, c'est le nerf de la guerre en tout ce qui est immobilier. Localisation, ça c'est le facteur numéro 1. Et après, tu avais la typologie du bâtiment. Avant, on a ouvert d'ailleurs des maisons, des projets dans les maisons qui font 100, 250. On ne ferait plus maintenant. Maintenant, on prend typique des bâtiments qui font 350, 400. Pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas rentrer en concurrence avec des familles. C'est un truc qui nous avait été reproché au départ, que je comprends. Donc nous, en fait, si tu veux, quand on a commencé à lancer nos activités à Bruxelles, on n'arrivait déjà pas à entrer en contact avec les communes à l'époque. Mais quand on a commencé à se développer à Charleroi, à Liège, etc., très rapidement avec les communes, ils nous ont dit, ce que je comprends tout à fait, on
vous avez une plus-value pour ces gros bâtiments que de toute façon on ne pourra rien faire si vous n'allez pas dessus. Mais pour les plus petites maisons qui peuvent accueillir des familles, on aimerait que vous ne vous positionnez pas sur ce type de bâtiment. Ça, si des familles veulent revenir en ville, elles pourront acheter ce type de bâtiment qui est aussi beaucoup moins cher et là, c'est complètement faisable. Et donc, on a ce type de gentleman agreement avec quasi toutes les communes en Wallonie. Et donc, on n'attaque pas de maisons en dessous de 350 mètres. Et maintenant, de plus en plus, on essaye vraiment d'avoir des gros bâtiments où on sait que de toute façon, soit c'est très compliqué à diviser en appart, et si, comme c'est très complexe à diviser en appartement, c'est aussi trop gros pour une famille. Et alors, notre spécialité aussi, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on risque des biens qui sont vraiment déclassés. Donc, à refaire. Si vraiment les chancres urbains, parce que pour nous, il y a 3 éléments qui sont importants dans le collectif. La première, c'est au niveau des communes et des quartiers dans lesquels on s'investit, c'est de faire en sorte qu'on amène notre plus-value à la rénovation urbaine dans certains quartiers. Et donc, on collabore avec les villes, si tu veux, tous ces chancres qui sont là depuis des années revivent. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau sociétal, vis-à-vis de nos locataires, c'est de faire en sorte qu'ils ne se sentent jamais seuls. Et la dernière chose, c'est vraiment de faire en sorte de simplifier au maximum. Ok, tu m'as convaincu, je veux dire, je suis pour le co-living, où un auditeur, je veux dire, a envie de se lancer là-dedans. Il doit faire quoi? Ça se passe comment? Alors, faut se connecter sur notre site, faut se créer un compte. Tu vois, tu login, on te pose toute une série de questions. Donc, vraiment, le but des questions, c'est d'en connaître plus sur la personne. Ce qu'on fait, en fait, en fonction du profil des gens, on va leur conseiller des maisons en particulier. Si quelqu'un nous dit qu'il adore le sport, on va essayer de le mettre dans une maison où il y a des sportifs. Voilà. On a des demandes de gens qui nous disent, voilà, j'aimerais être dans une maison, mais où il n'y a pas trop de francophones, qui est plus internationale. Et ben alors, on s'adapte à sa demande et on lui envoie. Donc, step 1, se connecter, se créer un compte, etc., etc. Step 2, on demande toute une série de documents. Carte d'identité, les fiches de paye. Une fiche locative. Voilà, un dossier complet. Et une fois que le dossier est complété et que le locataire a choisi sa chambre, on lui envoie le contrat, il le signe, il paye le premier mois de garantie locative à la signature du contrat et après il emménage. C'est vraiment super simple. Toutes les démarches se font en ligne. Pour les entrées et les sorties, on a des portes sur tous nos logements. Les emménagements peuvent se faire le soir, le week-end. Et aussi, quand la personne arrive, on le met en contact directement avec le locataire de sa maison qui fasse un petit Très sympa. Et à contrario, les personnes qui voudraient investir dans Ecohab, que doivent-elles faire? Ça, c'est nous envoyer un mail. En général, on nous contacte par mail. Alors, on a de plus en plus de personnes qui viennent avec les bâtiments, qui ont déjà les maisons. Ça ne nous dérange pas. On réadapte le bâtiment, on va dire ça comme ça. Ce qui compte vraiment, c'est que le bien soit vraiment dans un très mauvais état. Parce qu'on ne veut plus faire de demi-rénovation, j'appelle ça. Ça fonctionne. Au départ, on l'a fait. Au tout début du co-living, on l'a fait, mais en fait, un bâtiment, il doit quand même vraiment être entièrement pensé pour un co-living. Au niveau des techniques, il faut que ça suive. On ne peut pas juste reprendre une maison et faire un peu de... Tu as un exemple comme ça? Moi, j'ai un exemple. Au départ, on regardait des maisons, on mettait un petit coup de parachèvement, on gardait les chaudières qui étaient existantes. Dans les faits, ça ne tient pas. Une personne qui est utilisée par une maison qui est utilisée par une famille, un couple, 2 enfants, ça n'a pas utilisé de la même façon qu'une maison où ils vont vivre à 6 dedans, par exemple. Donc, même au niveau du nombre de salles de bain, on rajoute plein de salles de bain dans les maisons pour que les gens aient du confort. Dans les maisons, en général, que tu vas trouver, il y a peut-être 1 ou 2 salles de bain max. On ne peut pas mettre 2 salles de bain pour les locataires, c'est pas possible. Donc il faut vraiment que le bâtiment soit en très mauvais état, comme ça on sait vraiment l'adapter pour le type d'activité. Donc pour revenir à ta question, nous envoyer un petit mail, très simple. Si la personne a déjà le bâtiment, un maximum d'informations sur le bâtiment. Si elle n'a pas de bâtiment, juste un email, on prend contact directement et on s'adapte un peu aux besoins des invests. Hein. Il y a plusieurs types d'invests, hein, tu vois, tu as rentabilité first et tu as, liquidité first. Donc, Okay. évidemment que si et au niveau rentabilité, justement,
Rentable, tout dépend du quartier dont tu veux investir. C'est vrai qu'avec les coûts, toute honnêteté, on est moins rentable qu'au départ parce qu'avec les coûts de construction qui ont explosé, maintenant, en net, je te parle, vraiment tout frais déduit, à Bruxelles, tu vas être à 3-4%, et en Wallonie, dépendant des communes, tu es à 5-6%. Ce qui est beau. Voilà, ce qui est très bien. Mais pensez maintenant, parce que on a toujours des gens qui nous contactent, oui, moi je veux 10%, je dis écoute, je sais pas comment tu vas trouver ton 10% net, mais good luck, même avec du Airbnb, tu vas pas atteindre ça. Donc voilà, les gens sont fort restés. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le prix de l'immobilier n'a pas diminué, le prix des matériaux a vraiment augmenté, parce qu'en toute honnêteté, au tout départ, en Wallonie, on faisait du 8 net. On avait du 8% net, on arrivait à trouver ça avec des coûts de rénovation qui étaient plus bas. Maintenant, voilà, quand on a 6 net, c'est calculé. Est-ce qu'il y a des banques qui vous suivent aussi? On travaille beaucoup avec Fintro, qui nous suit depuis le départ. On travaille aussi beaucoup avec Belfius, qui eux nous suivent maintenant depuis 2 ans. Et on a un projet aussi avec BNP. Fintro et Belfius sont vraiment nos partenaires bancaires avec qui on bosse le plus. Voilà, avec qui on s'entend très bien. Et puis je pense qu'au niveau du co-living aussi, au départ, c'était peut-être un peu plus compliqué. Je me souviens au départ, quand on devait rentrer des crédits, on devait envoyer toute une série de documentations juridiques pour expliquer la législation. C'était toujours assez... je ne vais pas dire chaotique parce que ça passait tout le temps, mais on avait vraiment beaucoup de questions. Maintenant, les gens, ils sont drillés. Les banques, elles savent ce que c'est. Avant, on travaillait aussi avec KBC, mais c'est vrai qu'on travaille un peu moins avec eux. Depuis qu'on a bougé, on était à Bruxelles avant, si tu veux, on est retourné on a déplacé notre bureau à Charleroi il y a 3 ans. Et donc c'est vrai que depuis qu'on est retourné à Charleroi, on travaille moins avec KBC. KBC, c'est très Bruxelles. J'ai essayé de les avoir en Wallonie, mais qui à voir. Quel regard est-ce que tu portes sur l'évolution du marché locatif? Le marché locatif, de manière générale, va faire que s'accélérer. Quand je vois ici maintenant ce qu'il faut comme argent pour faire un projet, moi j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à gagner mes vrais premiers salaires, j'ai aussi investi dans l'IMO. Je m'assurerai toujours. Le premier bâtiment que j'ai fait, la banque m'a suivi à 100% avec les frais notaires, donc 125%. J'avais quasi, je gagnais quoi? Je gagnais 800 € à l'époque. J'ai acheté mon premier bâtiment. Ici maintenant, j'ai racheté un appart. C'est un bâtiment qui fait partie du co-living? Ouais, qui est la toute première maison. Ok, d'accord. Charleroi. Voilà, et honnêtement, ça s'est très bien passé. Maintenant, quand je vois qu'il faut venir avec des 23% au total, moi j'ai les refs rien qu'en Wallonie. Appartement, il faut quasi 100 000 €. Les jeunes qui ont 100 000 € et je trouve ça dramatique aussi parce que je comprends pas bien le rôle des banques là-dedans. Enfin, le choix c'est la BCE mais je comprends pas quel est Je donne un exemple concret à Charleroi. Que tu loues un logement à Charleroi, un appart, que tu l'achètes, le prix de ton loyer, c'est quasi le même que le prix que si tu l'avais acheté. Je comprends pas la banque doit quand même savoir que derrière, tu as la capacité de payer un loyer, tu as la capacité de payer ce montant-là, vu que tu le payes déjà. Comment ça se fait qu'à un moment, ils ne disent juste pas, ok, on suit à 100% et puis basta, quoi. C'est, à mon sens, honnêtement, on m'avait déjà posé la question, c'est primordial pour moi que les gens puissent acheter un bâtiment et vivre chez eux, pas toujours louer. Et donc, il y a eu beaucoup de changements à un moment. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'à un moment, le marché de l'immobilier a chauffé parce que les taux d'intérêt étaient très bas. Et donc, pour, on va dire, déchauffer le marché immo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, alors, il faut demander un apport de 20-30% du projet total, ce qui a refroidi beaucoup de gens, logique, mais ils n'ont pas réadapté leur stratégie après. C'est-à-dire que maintenant qu'on est dans un marché où les taux d'intérêt sont quand même assez élevés, mais comme les taux d'intérêt sont assez élevés, tu n'as plus ce marché immobilier qui est drainé par des taux d'intérêt bas. Tu vois, allez, si tu as l'occasion maintenant, si tu prends de l'argent, tu as l'occasion de le mettre en bourse, en IMO, etc., c'était plus le marché était vraiment drillé et peut-être qu'il commençait à une espèce de petite bulle à Bruxelles en tout cas, parce que les taux d'intérêt étaient bas. Maintenant que c'est plus le cas, il devrait faire en sorte, ok, on a des taux d'intérêt qui sont hauts, on va demander beaucoup moins d'argent.
Ok, maintenant que le projet est, je pense, bien lancé ici en Belgique, Ouais. en tout cas qu'il progresse très très bien, Ouais. as-tu des rêves à l'international? Nous, alors, de manière assez marrante, et c'est vraiment ce qui nous différencie de nos concurrents aussi, c'est pas que je crois pas en l'international, c'est que je comprends pas trop le but. C'est qu'en Belgique, il y a tellement de trucs à faire. Moi, je suis belge et fier de l'être, que je comprends pas pourquoi on doit prendre des fonds belges pour les développer à l'étranger, alors qu'en Belgique, il y a encore de la place, honnêtement, pour 15 personnes. Et donc, on n'a jamais eu cette vision internationale du co-living, parce qu'on était aussi les premiers à vraiment être persuadés que le co-living pourrait fonctionner dans les plus petites villes, style Charleroi. Quand on a débarqué à Charleroi, tout le monde se disait qu'est-ce qu'ils font, ils s'en foutent. Et finalement, maintenant, on a 20 maisons à Charleroi et on est fully book partout. Donc, j'ai pas de vision internationale, si ce n'est que, comme ça, tu l'as en primeur, on est en train d'attaquer le Luxembourg, là, maintenant. Mais on fait ce qu'on appelle la stratégie de la tâche d'huile. C'est-à-dire qu'on démarre à un endroit et qu'on s'étend. Comme on était déjà à Arlon, Luxembourg, en fait, en attendant à Arlon, on a eu une opportunité au Luxembourg de se développer. Donc maintenant, on est aussi en train de développer le Luxembourg. Je pense, en toute honnêteté, qu'au niveau stratégie internationale, on ira peut-être à un moment dans le nord de la France, mais je ne vais pas dire demain, on va à New York ou on va à Paris. Je pense qu'il y a déjà assez d'acteurs. Avec la même strate, donc ça veut dire qu'évidemment au Luxembourg, il n'y a que Luxembourg-Ville, ils ont dire comme ça. Mais avec la même strate, si on attaque le nord de la France, on ira dans des villes qui sont beaucoup moins, on va dire, prime. On va viser plutôt, peut-être pas du Lille, mais Valenciennes, Charleville-Mézières, où il y a de la place pour ce type de bâtiment, il n'y a pas encore d'acteurs. Et alors nous, on a une vision, on a déjà mise en place, qu'on a commencé à mettre en place, qui est beaucoup plus de développer d'autres formes de co-living. Là, je te donne des exemples sur les seniors, sur le modèle de mix de smart living et de co-living. Et donc notre vision à nous, c'est de se dire qu'on va rester dans un nombre de villes qu'on a défini, qu'on va développer des projets comme on le fait maintenant, mais qu'en même temps, à chaque fois, on viendra avec des nouveaux projets. Et notre ville un peu test, c'est marrant, mais c'est Charleroi. Pourquoi ? Parce que de manière assez marrante, à chaque fois, on se dit, si ça fonctionne à Charleroi, ça fonctionnera partout. C'est ce qu'on dit de la Belgique en général aussi. Ouais, c'est clair. Dans 10 ans, où est-ce que tu vois Coab ? Dans 10 ans, j'espère que dans 10 ans, je pense qu'on sera toujours en Belgique. Je ne pense pas, encore une fois, qu'on sera à l'international, mais qu'on aura développé je t'expliquais, des nouvelles formes de vie, des trucs qui n'existent pas encore. Parce que du coup, on a débarqué avec le co-living, on était un des premiers acteurs belges. On a débarqué avec notre modèle senior. On est, à mon sens, le seul acteur belge qui le fait. Enfin non, maintenant, il y en a quelques-uns qui le font aussi à Bruxelles. On débarque avec notre projet, le gros projet que je te dis là. On est les premiers à faire et donc c'est vraiment être innovant par rapport au nouveau modèle de co-living. Et moi, j'ai ma propre définition du co-living. Le co-living, c'est un immeuble et des services qui répondent aux besoins d'une communauté. À partir du moment où tu pars sur cette définition, en fait, il y a possibilité de faire plein de trucs. Il y a des modèles que je trouve très... alors je ne sais pas si la Belgique est prête, mais je pense qu'on le sera prochainement, de plus en plus. Je pense qu'on est vraiment prêt pour des beaucoup plus gros projets de co-living. Un peu comme tu as aux États-Unis, à New York, où tu as des projets de 15 000 m² avec des mix d'appartements, de studios, des milliers de mètres carrés d'espaces communs, des piscines. J'ai vraiment plus cette vision-là d'un mode de vie ultra urbain, ultra connecté, où tu rentres dans le bâtiment, mais en fait, tu as tout dans ton bâtiment. Tu as tout dans un bâtiment, dans un quartier qui est vraiment bien. Et voilà, j'ai plus cette vision maintenant, que j'avais moins avant, honnêtement. Avant, pour moi, le co-living, c'était un logement, une maison, des locataires dans une maison, vraiment reproduire cette vie familiale. Et je pense qu'on va continuer à développer ce modèle parce qu'on voit aussi qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément envie de vivre dans des gros co-living. On va le garder, mais avec le temps, je remarque que de plus en plus, plus le bâtiment est gros, plus tu peux te permettre des activités dans le bâtiment. Et en fait, tu as des gens qui sont vraiment intéressés par ça. Qui sont intéressés d'avoir des contacts, mais peut-être moins de contacts. Parce que dans une maison de 4-5 chambres, par exemple, évidemment, tes colocs, ça devient tes meilleurs potes. Tu vis H24 avec eux, tu es en permanence avec eux. Des projets où les gens ont peut-être moins ce côté social, de vrais très accroches, même s'ils s'entendront avec tous leurs colocs, mais qui viennent plus pour le package
tout compris. Encore une fois, c'est l'évolution. Ouais, c'est ça. C'est l'évolution du Exact. cut Euh, qui va... Exact. Et qui quand va je reviens à ce que je t'ai dit, c'est vraiment l'évolution, les early adopters, les gars qui avaient fait de la coloc, du cot, nanana, qui peut-être certains d'entre eux continuent à rester vraiment quand du co-living, je veux dire unifamilial, des maisons, mais on voit que derrière, on a de plus en plus de personnes où la motivation première n'est pas forcément le fait de vivre ensemble avec d'autres personnes, qui viennent pour d'autres raisons. Alors, une des motivations, c'est bien évidemment de vivre ensemble, mais c'est peut-être pas forcément la première. Alors qu'avant, c'était vraiment la motivation première, c'était j'ai envie de vivre avec d'autres personnes. Et pour cette clientèle-là, on se rend compte qui est en fait très grosse. On se dit, ok, ce qu'il faut faire pour s'adapter à eux, c'est mettre plus de privacy, parce que par contre, c'est des gens qui demandent un peu plus de privacy que ceux qui ont absolument envie de vivre avec les autres, et de mettre plus d'activités et plus de services en place. Ça, c'est ma vision, et c'est une vision qui est déjà qu'on peut déjà remarquer dans des pays anglo-saxons. Alors en Belgique, sur des projets comme je te parle, là, le chemin de fer sur lequel on est en train de bosser, j'ai à ma connaissance, et honnêtement, on a analysé des projets français. En France, ça existe déjà. Néerlandais, on a analysé plein de pays. En Belgique, pour moi, ça n'existe pas. Et donc, ce type de bâtiment, par exemple, si on voit que c'est un carton plein quand on l'ouvre à Charleroi, ben, le but, c'est de partir et d'ouvrir un bâtiment comme ça dans chaque ville où on est. Un gros bâtiment à Liège, un gros bâtiment à Mons. Et ce soit vraiment un endroit de vie, mais vraiment qui vit beaucoup, avec des gens qui restent sur du très court terme, des gens qui restent sur du très long terme, beaucoup d'activités. On n'en a pas reparlé, mais combien de bâtiments as-tu pour l'instant ? Ouvert, on a 72 maisons ouvertes. 72 bâtiments ouverts, et dans le pipe, là, en réno, je crois qu'on doit en avoir une dizaine. Donc là, pour le moment, on a un peu plus de 600 locataires. Et, si je prends le téléchemin de fer avec, on doit avoir 170 locataires en plus. Et ton rêve dans 10 ans Au niveau des locataires, j'ai pas un rêve au niveau. Moi, c'est plutôt un rêve au niveau des projets que du nombre de locataires. T'as bien un objectif ? Mais franchement, au niveau des locs, pas forcément. J'ai un objectif au niveau des projets que je vais développer. D'accord. Et donc, le senior, honnêtement, si on peut le faire un jour, avec grand plaisir. Parce que ça, allez, honnêtement, chez les jeunes, déjà, on répond vraiment à un problème chez les jeunes. Mais chez les personnes âgées, on répond vraiment à un problème vraiment important. Moi, je le vois avec mes grands-mères, voilà, c'est des personnes qui sont vraiment seules. Et ce qui est dingue, en fait, quand on y réfléchit, c'est on a développé ce marché parce que, voilà, pour les personnes qui ne voulaient pas vivre seules, et je ne comprends pas comment ça c'est qu'il y a, pour le moment, il n'y a aucun acteur qui s'est dit, mais les gens qui se sentent le plus seuls en Belgique, c'est des personnes qui... c'est des veuves. Mais comme tu l'as dit, elles sont attachées à leur maison, voilà. À leurs petites habitudes aussi. Exact. Il y aura un réel travail de storytelling à faire, et surtout de faire comprendre que, un peu comme on a fait au départ, honnêtement. Après, c'est vrai que comme voilà, c'est une autre génération, il faudra s'adapter aussi à des besoins qui sont complètement différents, en fait. Parce que nous, quand on reste dans du co-living, tout ce que je viens de te dire, en fait, pour nous, c'est assez simple. On va toucher des gens de 18 à même 65-70, mais à 70 ans, tous les gens savent utiliser un GSM, voilà, un PC, une tablette. En fait, ils rentrent dans tous nos outils. Pour nous, en termes de gestion, on se diversifie, mais on change un peu la typologie des biens. Voilà, on a des chambres plus grandes, avec un peu plus de confort, mais ça ne nous demande pas beaucoup de travail, honnêtement. Le produit est quasi le même. Là où on devrait vraiment sortir de nos zones de confort, c'est le marché des seniors, parce que là, tu as besoin de beaucoup plus d'assistance. Ouais, les chercher. Ouais, il faut déjà aller les chercher, et puis il faut s'adapter à eux. Moi, ma grand-mère, elle ne va pas se mettre sur une tablette pour, s'il y a un problème, ouvrir un ticket de maintenance et me dire qu'il y a un problème. C'est pas possible. Donc, et même les mails et tout, mes deux grands-mères n'ont pas de boîte mail. Ils ne vont pas lire des mails. Donc il y a déjà ce travail qui sera là à faire. Et alors, au niveau, ce qui me semble moins faisable, honnêtement, pour des mais raisons peut-être que l'humain sera aussi plus présent. Ah oui, c'est ça. On sera beaucoup plus présent dans ce type de projet. C'est pour ça que ça, c'est un vrai challenge. Les plus gros projets dont je te parlais aussi, où on fait du mix de co-living, smart living, on va être dans la cible qu'on a déjà. On sait comment les choper, on sait ce qu'ils ont besoin. Tout ça, on sait. On ne sort pas de notre zone de confort. Le marché des seniors et le marché des familles monoparentales, c'est vraiment un game changer, quoi. Après, honnêtement, j'espère vraiment qu'il y en a qui vont prendre le pas de le faire. J'ai l'impression que j'ai lu dans la presse il n'y a pas longtemps qu'il y avait quelqu'un qui faisait des maisons pour familles monoparentales, qui était en train de le faire. Alors, en tout cas, je trouve que c'est quelqu'un, s'il le fait, que tu devrais inviter, parce que ça doit être super intéressant
comme projet. Et je serais curieux de voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Parce que lui, de souvenir, il utilise des maisons existantes. Je vois pas comment ça... Enfin, nous qui rénovons des bâtiments, comment ils font pour faire en sorte qu'il y ait un moment... Que tout colle directement. ou qu'il y ait un minimum de privacy entre les familles. Parce que tu vois, ou alors c'est moi qui n'ai pas vraiment une bonne vision C'est des toutes besoins. des petites maisons avec Même une pas. cuisine commune. Eux, et eux, avec, ils reprennent une maison, ouais, ok. et en mode, ils fait vivre des familles dedans. Et donc, comment ça se passe? C'est 2 familles qui utilisent les mêmes cuisines, les mêmes... Tu comprends? À quel moment ça... Parce que moi, j'ai quand même cette vision de me dire qu'à un moment, allez, t'es papa ou maman seul, t'es avec tes 2 enfants, t'as peut-être envie d'être avec eux 2 à un moment. En tout cas, de cuisiner pour eux. Ou... Tu vas cuisiner, puis tu rentres. Ouais. Et je serais vraiment curieux de savoir comment ça fonctionne dans les faits. On va investiguer. Ouais, on va On va investiguer. Amaury, merci beaucoup, je veux dire, du temps que tu as passé Merci à avec toi. nous ce matin. Donc, on va mettre en description, je veux dire, les différents liens pour Ecoab, Top, merci. que ce soit, je veux dire, une personne qui souhaite investir Ouais. ou une personne qui souhaite, je veux dire, plus de renseignements pour venir vivre dans une maison. Merci beaucoup et on se retrouve pour une prochaine émission. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.